soir, jusqu'à 1h, je vous invite à prendre la parole sur Europe 1 et à dialoguer entre vous en appelant le 3921 où vous serez accueillis chaleureusement par Julie et Asiba avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et pour partager avec nous votre expérience, nous faire part de vos réflexions, vous pouvez également adresser vos courriels sur le site europe1.fr ou vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir Marianne. Oh, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, en fait, voilà, j'appelle, je suis maman au foyer. Oui. J'ai 36 ans et j'ai un petit garçon de 4 ans et demi. Mhm. Et aujourd'hui, je suis au bord du burn-out, comme on dit, c'est un mot à la mode. Oui. Mais vous le vivez. Je pense que je le vis et je me suis toujours occupée de mon fils depuis sa naissance, 24 heures sur 24. Ça fait maintenant 1 an et demi qu'il est à l'école. Mais malgré le fait qu'il soit à l'école, je souffre encore d'un énorme manque de reconnaissance, d'une perte d'identité totale. Mmh. Et surtout qu'avant d'être maman au foyer, disons que je ne suis pas la maman au foyer typique, même s'il n'y a pas de maman au foyer typique. Disons que j'ai une vie plutôt dissolue avant. Je travaillais dans le monde de la nuit, j'ai beaucoup voyagé. Et puis j'ai eu cet enfant, bien sûr, qui a été désiré. Et je dirais qu'aujourd'hui, mon fils est ma plus grande force, mais aussi mon plus grand talon d'Achille. Mmh. Et c'est très dur pour moi je pensais pas pleurer. C'est très dur pour moi, cette ambivalence, vous voyez. Oui. Parce qu'en fait, comme c'est ce que j'aime le plus, à la fois c'est ma plus grande faiblesse. Et j'ai perdu en fait beaucoup de force aussi depuis que j'ai mon fils. C'est peut-être un sujet tabou, je pense que peu de mamans le disent. Mais je me suis complètement désertée moi-même depuis que j'ai mon fils. Et je suis vraiment dans une perte d'identité. Mmh. Oui, oui. Oui, vous n'arrivez plus à exister. Vous parlez d'un manque de reconnaissance. Total. Vous existez uniquement en tant que mère. Oui, même si je vais quand même au cinéma. Je sais pas comment dire, je fais des hammams. Non, je suis restée quand même, comment dire, je suis pas la maman en plus qui fait les gâteaux et tout ça. Pas du tout. Je vis à côté de Paris, j'essaye de faire des expositions, des choses comme ça. Je suis vraiment encore dans la vie un peu culturelle. Vous voyez, je l'étais déjà avant. Ça, je suis restée, c'est quelque chose de plus profond dont je parle. Comment vous dire ? Qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce qui me manque ? Mon identité. C'est-à-dire qu'en plus, le papa, il a un travail... il n'y a que son travail à lui. Il travaille beaucoup ? Oui, il est dans le BTP et justement, là, il va partir à Bordeaux. C'est moi qui ai voulu qu'on parte à Bordeaux il y a quelques mois, mais aujourd'hui, je me dis que je vais peut-être pas y aller et que je vais peut-être rester toute seule à Paris. Mais lui, il veut pas. Il faudrait que je m'occupe d'Esteban, de trouver un travail. Partir définitivement ? Oui. Vous voulez dire vous installer ? Oui, tout à fait. Et donc on en a parlé encore tout à l'heure et on s'est disputé. En fait, si on se sépare, c'est moi qui aurai la garde d'Esteban. Mais en fait, j'ai pensé au film Kramer contre Kramer. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Oui. Voilà, je me retrouve complètement dans le film. C'est-à-dire que des fois, je me dis, c'est comme Meryl Streep, je serais capable de partir du jour au lendemain comme ça. Et en fait, il y a 4-5 mois, j'ai fait quelque chose. Je suis partie à Biarritz 3 jours toute seule. Oui. J'ai mis mon mari devant le fait accompli. J'ai dit, voilà, j'ai pris un billet de train demain et je pars 3 jours. Oui, comment tu peux faire ça ? Comment je vais m'organiser ? Et je suis partie toute seule dans un hôtel. Et ça m'a fait un bien fou, vous pouvez pas savoir. Oui, j'imagine. Oui. Des choses simples, mais n'avoir personne à qui penser. Enfin, quand le matin, vous pensez qu'à vous, vous voyez ? Oui. Le soir, prendre un bain à minuit si ça vous chante. Je sais pas comment vous dire. Retrouver une liberté simple comme ça. Et pourtant, j'aime mon fils. Et à la fois, pendant les 3 jours, il m'a pas manqué. Ben oui. Oui, mais parce que vous saviez qu'il était bien aussi.
Oui, tout à fait. Comprenez que son père prenait soin de lui. Enfin, vous pouviez d'autant plus vous occuper de vous sans avoir à culpabiliser, parce que vous saviez que votre fils était bien entouré, qu'il n'y avait pas de soucis. Donc, vous pouviez vous laisser aller. Tout à fait. Et quand ils sont venus me chercher à la gare Montparnasse, au bout des 3 jours, je me suis dit, je veux plus recommencer comme avant. Et finalement, ça recommence comme avant. Vous voyez, c'est comme dans Kramer contre Kramer, comme si avec la fuite où je pouvais, comme si, c'est ça les burn-out, comme s'il fallait quelque chose d'extrême pour que, comment vous dire, je trouve pas j'arrive pas à, je disais, je suis passée ma vie de Sex and the City à Desperate Housewives, quoi. Vous voyez ? Oui, oui. Oui, ben ça résume bien la situation. Hein. C'est assez caricatural, mais en même temps, bon. Je pense que c'est 2 séries qui ont eu des... oui. Donc non, c'est pas par hasard. Beaucoup de femmes se reconnaissent dans ces 2 femmes quelque part. Et oui, vous vous êtes décentré à un moment, c'est-à-dire que tout votre centre, vos préoccupations se sont centrées sur votre petit garçon que vous aimez, évidemment. Il n'y a aucun doute là-dessus. Exactement. Donc, quand vous parlez d'ambivalence, l'ambivalence, c'est que c'est pas sur l'amour, c'est comment il peut être ma plus grande force, mais à la fois mon plus grand talon d'Achille. Comment vous dire concrètement ? Par exemple, j'ai un fort caractère et tout ça, mais dès qu'on appuie sur le bouton Esteban, vous obtenez tout ce que vous voulez de moi. Vous voyez ? C'est-à-dire que, par exemple, mon mari, quand il va faire le chantage sur mon fils. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? De quelle façon ? Par exemple, s'il veut obtenir quelque chose de moi et que je veux pas, il va me dire, mais écoute, pense au bien-être d'Esteban quand même, hein, tu crois que c'est bien pour Esteban ce que tu fais ? Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est-à-dire, c'est la culpabilité tout le temps. Oui, mais alors, comme si le bien-être de votre fils ne dépendait que de vous. Or, vous êtes 2 à être chargés de son bien-être et de son éducation. Pourquoi ça ne reposerait que sur vous ? Parce que vous êtes maman au foyer ? Oui, déjà. Oui. Ça, il le dit tous les jours. Ah oui, là-dessus, il le dit. Mais c'était un choix de votre part ? Oui, à la base, c'était bien sûr un choix de ma part. Bon, peut-être, alors justement, est-ce que dans les premiers temps de sa vie, les premières années de sa vie, vous avez décidé d'être présente pour lui, d'être là, de lui donner le maximum de temps et de disponibilité, et puis peut-être qu'aujourd'hui il est à un âge où il va à l'école et que vous avez besoin de vous accorder davantage de temps pour vous et d'avoir une reconnaissance autre que une reconnaissance sur le plan en tant que mère. Oui, c'est peut-être ça aussi qui vous manque. Alors, par exemple, mon mari n'est pas contre... Enfin, mon ami, c'est pas mon mari, parce que j'ai pas voulu me marier. Il veut que je travaille. Il me dit, oui, il faut que tu travailles à temps partiel, que ça mette du beurre dans les épinards. Mais, vous voyez, c'est toujours aussi... comment vous dire, c'est des clichés, c'est-à-dire oui, je veux bien que tu fasses du temps partiel, mais il faut quand même t'occuper d'Esteban, il faut quand même que le matin tu ailles l'amener à l'école, que le soir tu ailles le chercher, que ceci, que ça. Quand je vous dis que c'est plus profond, c'est que je crois que c'est vraiment... Oui, mais vous me parlez là de ce que veut votre compagnon, mais vous. Exactement. Ouais, parce que vous vous définissez par rapport à votre petit garçon, par rapport à votre ami, et c'est vrai que vous êtes perdu de vue. C'est là, c'est pour ça que ces 3 jours passés à Biarritz vous ont semblé si bons. C'est-à-dire que là, vous pouviez enfin vivre pour vous-même et par vous-même. C'est marrant quand vous avez dit le verbe se définir, parce qu'avant de vous appeler, c'est le mot qui m'est venu à l'esprit, c'est que je n'arrive plus à me définir. Mais non. Mais non, parce qu'on vous cantonne dans des rôles. Alors, pas votre petit garçon, parce que lui, en l'occurrence, il vous connaît, vous êtes sa maman. Vous savez, du haut de ses 4 ans et demi, ce qu'il m'a dit il n'y a pas longtemps, il m'a dit, maman, c'est pas toi le chef, c'est papa, parce que toi, tu travailles pas et que tu gagnes pas d'argent.
C'est drôle, hein. Mais c'est-à-dire que les petits-enfants, très tôt, peuvent percevoir, oui, ce qui se joue et les rapports de force qui ont lieu entre leurs parents. Et puis, peuvent aussi très bien appuyer sur les boutons de la culpabilité, notamment chez les parents. Alors ils sont manipulateurs jusqu'à un certain point, hein, ça reste des enfants, donc ils jouent c'est un jeu affectif, c'est-à-dire avec les parents, donc aux parents de ne pas rentrer là-dedans. Mais quand on est un petit peu fragile, un petit peu perdu, les enfants savent très bien jouer de ça et il faut savoir ne pas se laisser piéger. En revanche, c'est plus votre compagnon qui lui a un schéma assez traditionnel et vous êtes tout à fait bien d'une famille, je dirais, c'est pas rural, très très traditionnel, tout à fait. Alors que moi pas du tout. Mes parents ont divorcé, j'ai grandi à la ville, ma mère nous a élevés toutes seules, vous voyez. Alors que lui c'est très traditionnel. Oui, ça a l'air d'être très traditionnel, c'est-à-dire que c'est vous la mère et donc vous qui devez l'amener à l'école. Bon, cela dit, je dis ça et en même temps on voit bien aussi, y compris chez les nouveaux pères qui sont souvent assez formidables tant que les bébés tant que les enfants sont petits, sont bébés, ils sont très présents. Donc, ce que ne faisait pas forcément leur père, et encore moins leur grand-père, évidemment, pour donner les biberons, changer les couches, se lever la nuit. Mais à partir du moment où l'enfant grandit, va à l'école, hop, on voit que les rôles traditionnels, les archétypes sociaux reprennent le dessus. Vrai, et que c'est à nouveau les mères qui accompagnent. On le voit à la rentrée des classes, on voit majoritairement des mères qui qui surveillent les devoirs, majoritairement les mères. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des pères qui le font, mais majoritairement c'est quand même les mères. Donc quand l'enfant grandit, on revient dans les rôles traditionnels dévolus aux femmes. Alors que c'est important que les pères soient présents aussi là. Alors là, je dirais que moi, d'une façon, plus personnelle, c'est que vous avez parlé tout à l'heure de fragilité. Et par exemple, moi je suis celle du milieu, j'ai 2 sœurs. J'ai une aînée et j'ai une petite sœur. Et je pense que j'ai toujours eu du mal à trouver ma place. Je déménage beaucoup. Vous parliez de se définir, j'ai toujours voyagé, j'ai toujours déménagé. Une fois, une psychologue m'a dit que j'avais du mal à trouver ma place. Et peut-être, oui, je laisse les autres aussi me définir, vous voyez. Peut-être aujourd'hui, oui, c'est vrai, peut-être j'ai du mal, moi, à me définir. La preuve, j'ai jamais professionnellement trouvé mon métier, alors que j'ai bac +4. J'ai été très brillante dans les études et j'ai rien fait, entre guillemets. J'ai toujours fonctionné aux rencontres, vous voyez. Et, ah oui, je ne sais pas si vous avez vu le film Copacabana avec Isabelle Huppert. Non. Un film merveilleux sur une femme qui a fait des choix aussi comme ça. Voilà, alors que j'étais destinée à autre chose et je fonctionne aux rencontres et puis je me mets à fond dans ce que je fais. Donc voilà, quand j'ai eu mon enfant, j'ai été à fond. Vous voyez, j'ai voulu l'élever, j'ai toujours tout fait à fond. Et là, moi, j'ai du mal. Mais ce que je voulais dire sur mes sœurs, c'est que voilà, par exemple, quand j'ai un conflit avec quelqu'un, tout de suite les gens appuient sur le bouton Esteban, qui est mon fils. Un exemple très simple, je me suis disputée avant les vacances avec ma grande sœur, et entre guillemets, elle se venge sur mon fils. Là, ça fait 2 mois qu'elle l'avait pas vu, je suis allée chercher ma nièce, elle n'est pas descendue pour lui dire bonjour, rien. Et comment vous dire, et quand je lui dis mais écoute, c'est dégueulasse, même si on est fâchés, les enfants ici on pourrait rien, elle me dire c'est pas du chantage avec Esteban. Et ma mère m'avait fait pareil. Ma mère, j'ai été fâchée avec elle, tout de suite, elle m'a dit écoute, t'as qu'à t'occuper de ton fils, moi je m'occupe plus d'Esteban. Et là, j'ai une énorme souffrance intérieure. Et je me dis mais pourquoi ils font ça sur mon fils? Que moi je sois fâchée avec quelqu'un, les enfants ils sont pour rien. Parce elles savent comme ça qu'elles vont vous atteindre. Exactement. Et là, c'est pour ça que je me suis permis de vous appeler. Comment faire face à ça? Tout à l'heure, prendre de la distance, parce qu'en fait, vous savez que, comme vous le dites, c'est aussi votre talon d'Achille. Oui. Comme évidemment vous l'aimez et ça vous fait souffrir. Donc elles le savent aussi. Donc c'est pas, elles n'ont rien contre votre fils, mais non, elles il y en a savent. Une qui le fait pas. C'est une et ma mère. Oui. Elles savent. Elle sait que c'est une façon de vous punir, comme si vous étiez encore une petite fille. Oui. Donc il ne faut pas que vous réagissiez comme une enfant. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire.
Mais Et comment réagir? Parce que, vous voyez, face à cet exemple concret, j'ai failli prendre mon téléphone et dire mais pourquoi Esteban il y est pour rien? Pourquoi tu l'appelles pas? Pourquoi tu cherches pas à le voir, mon fils? C'est comme dans les divorces. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez être fâché avec quelqu'un. oui, mais vous l'enfant, pouvez à ce moment-là dire, écoute, peut-être envoyer, dire Mais je lui ai déjà dit. Esteban, vous pouvez lui dire une fois, dire lui, il a, quels que soient nos différends, lui, il a besoin de sa grand-mère. Et Je lui ai déjà dit. pas, voilà. Et après, elle entend pas, mais Et la vous n'êtes réponse plus qu'on en fait, demande. la réponse qu'on fait, c'est que je fais du chantage avec mon fils. C'est marrant, hein? Ah, mais tu fais du chantage avec ton fils. Alors qu'en fait, vous voyez ce que je vous explique? Oui, alors qu'en fait, c'est elle qui fait un chantage sur votre comme fils, avec bien sûr. Cédric, Elle mon mari. inverse, Exactement, elle inverse les rôles. l'inverse. Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Et c'est là où je vous dis que je me dis, pourtant Dieu sait que j'aime mon fils, mais je me dis, avant j'avais une force que je n'ai plus aujourd'hui avec Esteban. Avant, j'étais beaucoup plus indifférente. Oui, parce que vous voulez le protéger. Mais cela dit, bon, pour le moment, il a avant tout besoin de vous, de son père, et les différends, la ponctuelle avec votre mère et votre sœur, bon, ça va pas durer non plus des lustres. Ouais. Hein, c'est donc laissez-les un peu bouder dans leur coin. Moins elles vont sentir que vous êtes affecté par ça, moins elles vont jouer. Je sais, j'avais déjà vu une psychologue qui m'a dit pareil, et je sais. Mais je suis très, comme on dit, je démarre au quart de coupe. Voilà. Voyez, je suis un livre ouvert. Je suis un livre ouvert. Avec mon fils, avec tout le monde, et les gens savent appuyer, tac, comme vous dites, là où ça fait mal. Même un enfant de 80, enfin même mon fils, c'est marrant, hein. Quand à l'heure vous avez dit que déjà il savait, vous voyez. Oui, il m'a mais dit, c'est mais pas toi, que t'es pas le chef, tu travailles pas. Oui, mais c'est pas parce que vous ne travaillez pas que vous n'avez pas une autorité. Dans les faits, c'est quand même vous qui l'éduquez, hein. Vous voyez, c'est aussi, ça donne une notion fausse, je trouve. C'est comme si c'était celui qui travaillait qui était le chef. Alors, c'est bien qu'il ait aussi une image de son père, chef de famille, celui qui travaille, qui rapporte de l'argent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, alors il dit ça du haut de ses 4 ans. Mais bon, en même temps, vous êtes la maman. Il y a le côté, il a déjà aussi ses rôles. Dans les faits, vous êtes chargé de l'éducation, donc l'éducation au quotidien. Donc ça veut dire qui dit éduquer, c'est aussi un rôle difficile, et donc c'est vous qui êtes amené à lui poser des limites aussi dans un quotidien. Oui. Donc du point de vue d'un enfant, ça peut être aussi ça, être le chef de temps en temps. C'est celui qui commande, enfin qui pose des limites. Oui, mais justement, quand je lui pose des limites, il me dit, mais maman, c'est pas toi. Enfin, vous voyez, mais bon. Oui, c'est une façon aussi d'essayer de contourner, hein, de dire, tu n'as pas le droit de faire ça. Bon, il vous teste. Je pense que ça, j'en souffre pas. Ce que dit mon fils, vous voyez, c'est un enfant. Par contre, voilà, la société, mon mari, ma sœur, le départ à Bordeaux, je suis perdue, quoi. Je me dis. Mais parce que c'est important que vous arriviez à pouvoir exister par vous-même, et donc vous existerez d'autant plus par vous-même que vous laisserez moins définir par les autres. Et c'est vrai que quand on est, quand on est un peu dans le flou, quand on ne sait plus trop qui l'on est, du coup, on accepte un peu toutes les définitions que nous donnent les autres. Et on a vite fait d'accepter toutes ces définitions, parce que vous savez, on a tous des rôles comme ça donnés par les autres. Alors c'est le rôle de père, de mère, alors après quand on est dans le cadre d'un travail, après c'est la sœur. Au sein de la famille, on a telle image. Oui, même on peut être la caractérielle de la famille, ou au contraire celle qui n'a jamais rien su faire, ou celui qui n'a jamais rien su faire, ou celui qui a été le rêveur. Vous voyez. Moi, je suis la ratée. Donc, voilà. Ah bah oui, d'accord. Ouais, quelle image, oui. Oui, franchement, je suis la ratée. J'ai fait des études, j'ai pas de boulot. Mon fils, je le laisse faire tout ce qu'il veut. Oui, mais alors attendez, vous avez fait 4 ans, vous avez bac plus 4. Qu'est-ce que vous avez fait comme études? En commerce international.
J'ai fait un BTS, j'ai vécu au Canada. Oh non, j'ai eu un parcours très atypique. Oui. Et je suis partie vivre au Canada avec quelqu'un, pareil, coup de cœur, j'ai tout quitté pour lui. Et puis là-bas, je me suis fait quitter, enfin, il m'a larguée. Alors que j'étais inscrite en MBA, il a fallu que je rentre à Paris. Et là, en fait, j'ai travaillé, on n'a pas le droit de donner le nom des entreprises, j'imagine. Je travaillais dans une entreprise très connue la nuit, dans la restauration. Et je me suis laissée prendre au truc, au lieu de trouver un travail plus conventionnel, je dirais. Ça m'a plu. J'avais 25 ans, j'étais célibataire, j'avais vécu 8 ans avec quelqu'un. Et là, j'ai pris un studio, je me suis éclatée pendant 5-6 ans, jusqu'à l'âge de 30-31 ans. Donc, j'ai travaillé là-dedans, dans le monde de la nuit. Et puis, à un moment, j'ai dit, bon, stop. Je voulais plus de ce monde-là. Et donc, j'ai rencontré là le papa d'Esteban. Et j'étais dans une vie déjà un peu plus classique, mais quand même. Alors après, je suis partie vivre à la Martinique. Je suis partie vivre aussi après à Annecy. Voilà, j'ai une vie très, très... En même temps, vous faites des rencontres, hein. Vous avez un côté beaucoup. Comme ça, vous voyez, très... ça, complètement, vous pouvez pas savoir. Oui, mais, ça, mais ce qui est bon signe. Enfin, je veux dire, vous avez une personnalité très ouverte, très sociable, ça, tout très... à fait. Bon. Ça, c'est vrai. Il y avait quelqu'un dans un cabinet de recrutement. Ah oui, ça, oui, complètement. Vous savez, quand je suis partie à Biarritz, si des mamans m'écoutent, vous savez, jamais vraiment... J'étais toute seule dans un bar. Pas un truc glauque, un bar de Biarritz. Je suis allée prendre un petit verre. Et il y avait un groupe de jeunes filles à côté de moi qui avaient, 23-25 ans. Et vous voyez, comme quoi je devais attirer... Elles sont venues parler, elles m'ont dit, je prenais des photos. Vous voulez qu'on vous prenne en photo? J'ai dit, merci. Et puis, on a parlé de fil en aiguille. J'ai passé toute la soirée, la nuit avec elles. C'était des rencontres formidables. Et il y en a une qui était maman et qui m'a dit, oh là là, ce que vous faites, je rêve de le faire. Je vous jure que c'est vrai. Et en fait, je les connaissais pas. Et voilà. Et à Biarritz, j'ai été ouverte, entre guillemets, aux rencontres. J'ai parlé avec des gens qui avaient un restaurant basque. J'ai parlé avec plein de gens pendant 3 jours. Mais avant que j'ai mon fils, j'ai un peu baroudé. J'avais fait le Maroc en autostop. J'avais fait pas mal de choses comme ça, vous voyez. Et après, en fait, quand j'ai eu mon fils, je suis partie vivre à Annecy toute seule, isolée. Et oui... non, je suis. Oui, mais c'est pas donné à tout le monde, ça, dans votre. C'est gentil. Mais non, mais Marianne, mais oui, mais c'est cette aisance relationnelle que vous avez, c'est vraiment un plus. C'est important, ça. C'est un atout considérable. C'est gentil. Je sais pas comment vous l'avez non, mais ressenti, attendez, c'est parce que vous me l'avez dit. Vous m'avez dit que vous êtes dans votre vie, vous aviez beaucoup de choses s'étaient jouées à travers des rencontres. C'est vrai. Donc ça veut dire que vous avez une aisance dans le contact, une aisance relationnelle. Bon, tout le monde ne l'a pas. Donc ça témoigne d'une personnalité. Donc là, forcément, vous êtes dans quelque chose de plus étriqué. Complètement. Et alors, même si... Évidemment, vous aimez beaucoup votre petit garçon, mais il est évident que, au bout d'un moment, les échanges que vous pouvez avoir avec votre enfant, ça peut devenir à un moment un peu limité. Il y a des femmes qui peuvent aimer beaucoup cela et qui s'épanouissent complètement dans ce rôle-là. C'est pas mon cas. Mais pour d'autres, à un moment, qui ont besoin d'échanges avec des adultes. Je vais au ciné-philo, vous voyez, avec Charles Pépin à Boulogne, je fais tout, c'est comme je dis, là-dessus, j'ai essayé de garder, alors, j'aime beaucoup les échanges. Mais c'est ce que j'entends, vous essayez de garder, d'avoir, mais je pense que vous avez besoin, à côté de ça, on l'entend à travers ce que vous nous avez dit en peu de mots de vous, de votre personnalité, vraiment, il y a quelque chose d'une richesse dans votre personnalité qui a besoin de s'épanouir. Or, j'ai l'impression que chez vous, là, vous êtes en train de vous rétrécir et que vous profiteriez davantage d'ailleurs de ce que vous vivez même avec votre petit garçon, y compris, vous m'avez dit, je suis pas une maman gâteau, y compris du plaisir par moment d'avoir de faire des gâteaux avec lui et des moments avec lui. Si vous aviez aussi des moments où vous pouviez exister vraiment par vous-même. Oui. Bien sûr. Et y compris dans le regard de votre mari qui, lui, pour le moment, vous cantonne dans vous êtes la
la mère de son fils. Et ça peut aussi changer, parce que pour le moment, ça l'arrange. Ben oui, ça peut l'arranger. Il a peut-être un peu peur aussi de ce changement. Je dirais, c'est pas que mon mari, je dirais, c'est la société en général. Je suis sûre que, par exemple, oui, ma mère ou ma sœur le vivrait mal. Oui, m'ont déjà dit, mais attends, maintenant t'es mère, il y a des choses que tu peux plus faire. Il y a pas longtemps, ma sœur m'a dit, oui, t'es pas structurée, tu laisses trop faire ton fils, t'as toujours été dissolu, tu peux pas voyager comme ça avec ton fils. Vous voyez, des choses. On me remet justement ce passé un peu faux folle d'avoir voyagé, tout ça. Elle me dit, voilà, un enfant, il doit être structuré. Comme quoi, moi, je suis pas structurée. J'ai fait des études et j'ai pas... vous voyez, on me voit comme quelqu'un d'éparpillé. Mais je sais, parce qu'une fois, moi, j'avais vu une psychologue qui a dit comme vous que c'était aussi une force. Cette force, ce sens de l'adaptation que j'avais, par exemple, que ce soit les gens, les pays. Mais comme vous dites, dans ma famille, ça a toujours été vu comme une faiblesse. Vous voyez, on m'a toujours vu comme une faux folle, comme quelqu'un qui passe d'un truc à un autre. Et on m'a dit, attends, maintenant tu as un enfant. En gros, tout le monde me dit, calme. Oui, mais parce que c'est leur conception à elles, c'est leur vision. Et c'est pour ça... un boulot comme si... rentre dans une Mais case. c'est pour ça que ça vous culpabilise aussi beaucoup énormément. et que vous rencontrez là-dessus, au fond, votre mari qui renforce, qui valide des choses qui dataient d'avant. Hein, donc ça vient renforcer cette image de vous-même et cette culpabilité que vous avez. Pour autant, la société se résume pas à ce que vous disent les paroles de votre mère, de votre sœur et de votre compagnon. Mais évidemment, c'est pas n'importe quelle parole, ce sont celles de votre mère notamment, de votre mère et de votre sœur. Donc pour des filles, les paroles des mères, c'est fortement, c'est très imprégné. Quand elles rejoignent celles du compagnon après, vous voyez, on a tendance à totalement les valider. Donc faites-vous davantage confiance et dites-vous au contraire que c'est ce qui fait ce que vous êtes. Et après tout, votre compagnon, il vous a aussi choisi pour cela. Mais oui, quand il m'a rencontré, entre guillemets, j'étais à l'époque, vous voyez, j'étais de la nuit. Mais c'est quand vous aviez cette fantaisie. Exactement. Donc maintenant, il veut faire de vous une femme au foyer, sérieuse, un peu, voilà. Car, je vais un peu vous provoquer. Hein. Je vais faire un peu de provocation. Allez-y, vous savez, ça me fait pas peur. Hein. On est sur une libre antenne. Entre guillemets, des fois, je dis les hommes. Je vais caricaturer. J'étais pas ça, mais sont partagés entre la mère et la putain. Je vais loin. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais oui. Hein, et Sex and the City et Desperate Housewives. En gros, c'est marrant que ces deux séries, vous voyez ce que je veux dire, entre la femme libérée et la mère. Voilà. Et il a rencontré une femme un peu libérée, qui vivait seule, et clac. Mais parce que je me suis laissée, comme vous dites, définir là-dedans. Voilà. Je sais pas si je vous ai pas choqué. Oh là, alors là, Marianne, rassurez-vous, il en faut plus pour me choquer, hein, franchement. Je dis pas à tous les hommes, mais je pense que non, mais ça reste assez juste, hein, cette image de la maman ou la putain, bien sûr. Oui, bien sûr. Et quand vous avez envie d'être pas que l'une ou que l'autre, enfin que vous êtes autre chose que ça, c'est pas évident. C'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'hommes ont, la femme à la maison, la femme qui est la mère de leurs enfants, et puis la maîtresse, l'amante à l'extérieur. Hein. Difficile pour certains de concilier les deux. Voilà, et là, je suis que dans la maman. Vous voyez Ben oui, il faut revenir. C'est pour ça, il faut peut-être. Mais c'est vrai que je vous disais, on se laisse définir quand on ne sait plus trop qui l'on est. Peut-être que ce serait aussi le moment de reprendre. Vous me parliez à un moment vous avez fait un peu un travail sur vous-même. Peut-être renouer avec ça pour moins vous laisser définir par les autres et plus vous renouer avec vous-même. Voyez, et comme ça vous accepterez moins, vous laisserez de côté quoi. Vous n'accepterez plus qu'on vous enferme comme ça dans des définitions. Mais j'ai jamais réussi à vraiment me définir. Voyez, là, non, mais justement vous définir. Il s'agit pas de vous définir d'ailleurs, hein, mais vous allez vers ce qui renouer un peu avec vos attentes, avec vos désirs. Voilà, parce que là vous êtes plus dans une période de flou.
pour ne pas. Vous êtes dans une période de, c'est ça, pas vous laisser gagner. Vous parliez de burn-out, c'est parce que c'est dans une période de lassitude, dans quelque chose qui vous correspond pas et qui peut tout à fait changer, évoluer. C'est-à-dire, après tout, si vous êtes à un moment de votre vie où votre petit garçon de 4 ans et demi, lui, c'est un âge où il rentre dans la vie sociale avec l'école maternelle et où vous pouvez considérer que vous l'avez mené maintenant qu'il est quand même à un stade d'autonomisation et que vous pouvez vous aussi reprendre de l'autonomie dans votre vie. Vraiment. Oui, et m'affirmer plus. Exactement. M'affirmer plus. Et ça, je n'arrive pas à m'affirmer avec ma nièce, ma sœur, personne. Oui, vous allez y arriver. Je vais vous lire quelques messages qui arrivent. Il y a le subversif qui dit: le rôle traditionnel de mère est dans nombre de sociétés si profondément ancré dans le psychisme féminin qu'il opprime, voire étouffe les femmes dans leur plénitude. Il ajoute: vous êtes lucide. Et beaucoup de femmes ne s'aperçoivent pas qu'elles abondent dans leur propre oppression d'elles-mêmes par le truchement de la maternité. Mais votre lucidité vous culpabilise aussi. Oui. Quelqu'un dit: posez-vous, reprenez votre souffle, n'ayez pas peur d'évoquer vos attentes et besoins. Vous n'êtes pas mère célibataire, bon courage à vous. Et puis Fred dit: vous manque un vrai projet professionnel pour vous libérer. Oui. Également, quelqu'un dit: vous êtes enfermé dans votre rôle de mère alors que vous êtes une personne qui aime le contact avec le monde, ce qui est un atout. On est également First Lisa qui dit: pourquoi ne pas travailler à temps plein et prendre une babysitter. Voilà un petit peu ce que j'ai pour vous. Oui, mais c'est ça. Hein, il y a une culpabilité profonde et qui remonte aussi à tout ce qu'on vous a dit au sein de votre famille. Hein. Tout à fait. C'est vrai que je pense que c'est à dater d'avant. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Il y a peut-être aussi à propos du burn-out maternel, il y a un livre il y a le livre de Stéphanie Alenoux qui a parlé de ce thème qui s'appelle Mère épuisée. Vous disiez que on aborde peu ce thème justement sur un peu les mères. J'ai lu aussi Le corset invisible, je ne sais pas si vous l'avez lu, d'Abdekassis. Eliette Abdekassis ? Oui. Ah, je l'ai pas lu celui-là, non. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Le corset invisible, comme quoi les femmes encore seraient corsetées. Le corset invisible. D'accord. Voilà. Merci de me le recommander. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit, mais j'ai pas lu celui-là. Du dégoût aujourd'hui. Moi, je suis pour que les femmes travaillent, heureusement. Mais je pense qu'avant, les femmes ne pouvaient pas travailler. Aujourd'hui, la mère au foyer est vraiment, c'est moins que rien. Je vous assure, aux yeux de beaucoup de gens, et elle en parle de ça comme si c'était quelque chose de, voilà. Après, je ne me mets pas en victime parce que je pense que je l'ai choisi au début. Mais c'est des fois plus complexe, vous voyez. Oui, j'entends bien. Et ça, vous êtes psychologue, vous l'avez compris. C'est parce qu'aussi, ça vient aussi de mon éducation. Je voulais élever mon fils. Je suis d'origine espagnole. C'est un peu l'enfant roi. Je voulais pas, vous voyez. Et je me suis beaucoup culpabilisée. Et puis, j'ai peut-être pas choisi le père par hasard. Il est venu aussi, paf. Il m'a pas aidé à me libérer là-dessus. Et aujourd'hui, c'est trop. Voilà, alors il y a quelques lectures qui aident. Alors là c'est vraiment sur je pense quand je parlais là de Mère épuisée de Stéphanie Alenoux, A2LENOU, c'est aux éditions Les Liens qui libèrent. C'est vraiment le burn-out maternel, mais avec je crois que vous n'en êtes pas, heureusement pour vous à ce stade-là. Hein. C'est véritable, c'est allé très loin. Hein. Elle parle c'est un récit, un témoignage personnel. Mais bon, ça, vous pouvez peut-être y trouver quand même quelque chose qui peut vous aider. Voilà. Mais je pense que ça serait important aussi de revoir un peu avec votre thérapeute,
Travaillez vous un peu sur cette culpabilité, Oui, ça vous aidera. Oui, mais comme vous disiez, trouver qui on est, ça fait hélas 36 ans, j'ai envie de vous dire que j'ai toujours pas trouvé. Mais parfois ça prend du temps, vous savez. Vos 36 ans, c'est peut-être un peu, vous n'avez pas commencé dès la naissance non plus. Non, vous savez. non, mais... Et puis bon, la maternité, ça transforme aussi, donc c'est... Vous voyez, c'est une étape dans votre vie et puis la vivre avec moins de culpabilité. C'est pas toujours très simple. Je vous remercie. Bonne chance, Marianne. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Allez, il y a le subversif suite à l'appel de Marianne qui dit « Le féminisme a de beaux jours, le vrai féminisme, pas son déplorable dévoiement partisan et conflictuel, bien entendu, vous avez raison. » Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis il y a Violaine qui dit « Vous étiez un électron libre, au fond votre famille devait envier votre liberté », dit Violaine. Il y a des bugs sur les SMS. J'ai des lettres j'ai des arrobases à la place des lettres, donc c'est pas toujours très simple à lire. Et on a un souci aussi avec les mails ce soir. Je suis vraiment désolée. On a lancé une alerte, mais on vous dira si ça marche en cours d'émission. Mais désolée, pour le moment les mails ne marchent pas, donc. Vous nous en avez peut-être écrit, mais je ne les reçois pas. Donc, n'envoyez pas de courriel pour le moment. On vous dira si ça marche avant 1h. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous ai appelé parce que moi, j'ai un problème avec mon fils qui a aujourd'hui 29 ans. Oui. Mais que j'ai eu quand j'avais 18 ans. Oui. Donc, c'est un enfant... qui était le but de ma vie, en fait. Je voulais commencer par ça. Et pendant que je l'élevé, donc j'ai poursuivi mes études à domicile, parce que je les avais arrêtées. Et puis, très vite, comme j'avais pas de diplôme, justement, j'ai voulu m'installer à mon compte, être travailleur indépendant, ce que j'ai fait dès l'âge de 23 ans. Et ça s'est bien passé. Et ensuite, j'ai eu une petite fille, donc à cette période-là, vers 24 ans, et j'ai eu, comme madame précédemment, un burn-out, mais moi je l'ai eu à 23 ans. Peut-être par excès de travail, entre le travail, l'entreprise, les études, les enfants, enfin ça faisait un peu trop. Et donc j'ai arrêté de travailler, avant d'arrêter de travailler, malheureusement, comme je travaillais dans le milieu de la mode, j'ai pris des médicaments pour maigrir à l'accouchement de ma fille, ce qui m'a rendue extrêmement malade. D'ailleurs, on parle aujourd'hui du fameux laboratoire en question. Donc ça a dû jouer avec ce burn-out plus ces médicaments. Enfin, c'était un peu excessif dans l'action. Je voulais tout de tous les côtés. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir m'arrêter après ma fille. Mais j'ai jamais remonté vraiment... j'ai pas pu à ce moment-là remonter la pente. Et je me suis pas du tout fait soigner quand j'ai eu ce burn-out épouvantable, parce que ça s'est soldé par des journées au lit, sans bouger. Enfin, c'était assez dur. Et je me suis pas fait soigner vraiment. Et puis donc, quelques années plus tard, je me suis séparée du père de mes enfants. Et je suis descendue vivre dans le sud à Marseille. Oui. Avec mes 2 enfants. Et là, quelque chose de tout bête, j'ai essayé d'inscrire mon fils dans un collège et il s'y plaisait pas du tout, il se plaignait tout le temps. Alors c'est vrai qu'il est passé du privé au public. Et donc je l'ai renvoyé chez son père à ce moment-là pour qu'il le réinscrive dans l'école où il était, parce que j'avais l'intention de regagner Paris. Et puis, comme j'étais en pleine séparation, donc mon fils a décidé de rester avec son père. Sauf que son père, qui lui n'acceptait pas vraiment la séparation, a été très agressif avec moi, enfin agressif verbalement pendant la séparation. Et puis j'ai pas vu mon fils pendant 2 ans et demi. Donc il avait 13 ans et demi jusqu'à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, un matin, on sonne chez moi à la porte.
Et je revois mon fils, donc j'étais très très contente, puisque je l'avais pas vu pendant 2 ans et demi, puis il m'avait manqué énormément. Et là, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais enfin, pourquoi tu avais la possibilité de me voir et tout ça. Il m'a dit, non, maman, j'avais pas le choix, c'était ou papa ou toi. Donc j'ai accepté cette réponse. Et à partir de là, mon fils, donc qui vivait chez moi, s'est avéré être un être ingérable, qui était extrêmement agressif avec moi. Et je savais plus quoi faire pour lui. Et ma fille qui avait 11 ans, donc est devenue pareil, ingérable comme lui, quoi. Ma vie est devenue très vite infernale. Mon fils me demandait tout le temps de l'argent, enfin c'était inépuisable. Alors moi je voulais lui faire plaisir parce que je l'avais pas eu pendant 2 ans et demi, donc je me suis assez laissée embrigader dans ses demandes. Et très vite, c'est devenu un problème pour moi parce que il avait aucun respect. Alors aucun respect. Hein. J'avais l'impression d'avoir en fait son père à la maison, mais j'avais l'impression qu'il était en train de venger son père de la séparation. Donc il me cassait les tables, il me demandait énormément d'argent. Sa sœur, il l'a poussé à être ingérable comme lui parce qu'il fallait bien que... Et vous n'avez pas envisagé à ce moment-là de voir quelqu'un, de consulter avec lui? Est-ce que face à ces accès de violence? J'en parlais avec, j'essayais d'en parler avec son père. Oui, non, mais le père, vous dites, vous aviez parce que c'était problématique si votre fils vous renvoyait l'image de son père. C'était pas son père en même temps, donc ça c'était problématique. Pas son père, mais si vous voyez en votre fils le père, ça pouvait aussi expliquer le comportement de votre fils, voyez, parce qu'en même temps c'était pas son père. Non, mais à la fois, moi, j'ai essayé de lui, de lui parler. J'essayais tous les jours d'atténuer cette haine qu'il y avait en lui. Et après, oui, mais il aurait peut-être été important de le faire rencontrer quelqu'un. Oui, non, ça, j'ai pas eu ce réflexe. Ouais. Mais je pense pas qu'il aurait été d'accord. Bon, écoutez, à 13 ans et demi, bon, mais enfin, oui, on ne demande pas forcément son avis. Ah non, quand il a débarqué chez moi, il en avait 16. Oui. Et c'était pas c'était entre 13 ans et 16 ans et demi. Oui. Mais bon, à 16 ans et demi, on fait voir. Mais alors là, donc aujourd'hui, votre fils, il en a, là vous me racontez 29. Un petit peu, il en a 29, hein, c'est ça? Voilà. Alors donc, si je vous ai expliqué ça, c'est parce que à peu près vers l'âge de 18 ans, moi je lui ai dit que je pouvais, enfin avant même l'âge de 18 ans, mais c'était à peu près vers l'âge de 18 ans, je lui ai dit que pour moi c'était pas possible de continuer de vivre dans cette violence, puisque j'habitais même dans le même immeuble que ma mère et ma sœur, et tout le monde voyait ce que je vivais, quoi. C'était pas possible. Et là, j'ai appris, en fait, c'est quand j'ai appris que ma sœur avait un cancer, que là, tout a changé pour moi. C'est-à-dire que je me sentais plus à ma place à mon travail, je me sentais plus à ma place chez moi, et j'ai voulu quitter mon appartement. Je voyais que mes enfants étaient ingérables, alors que ma sœur était à 1000 kilomètres en train de mourir. Donc je me disais vraiment que, enfin pour moi, il y avait plus de sens à ce que je reste à continuer cette vie-là. Donc j'ai choisi de partir rejoindre ma sœur. Et puis, entre-temps, lui, il a fait sa vie. Et vos enfants, alors, que sont-ils devenus quand vous êtes parti rejoindre votre sœur? Eh bien, j'ai demandé au père de mes enfants s'il pouvait s'occuper de Chloé, qui avait 14 ans à l'époque. Oui, donc que votre ex-mari les prenne avec lui. Ah oui, mais lui, lui, il n'a pas voulu prendre Joanne avec lui. Oui, donnez pas trop les prénoms, hein. Pardon, de prendre mon fils avec lui. Oui. Et donc mon fils est allé chez un ami à moi, puis après il a continué son bout de chemin, il a rencontré une fille, il est devenu papa à 24 ans. Oui. Et à 28 ans, après moi donc j'ai récupéré ma fille, et après le décès de ma sœur malheureusement, et à 28 ans il me téléphone en me disant qu'il peut plus vivre avec sa compagne, et que ça va pas, qu'il est très malheureux, qu'il arrive même plus parce qu'elle lui avait demandé de quitter son travail pour s'occuper de leur fille, parce qu'il a eu une petite fille entre-temps, et donc il a demandé à revenir à la maison. Oui.
Et moi, comme j'avais un sentiment de culpabilité par rapport au fait que à 18 ans, je lui ai dit que je tenais plus dans cette vie et que il fallait que ça s'arrête. Donc je lui ai dit, écoute, si tu veux revenir, la maison est ouverte et on t'aidera. Donc il est revenu à la maison là il y a 1 an. Donc il est venu, alors c'est le genre, il est venu avec rien. Il est venu simplement. Donc moi je me suis pas posé de questions, je l'ai rhabillé des pieds à la tête, je l'ai encouragé, je l'ai aidé à trouver un emploi, enfin j'ai tout fait quoi, je lui ai refait son CV, enfin je l'ai complètement aidé. Et donc je lui ai appris mon métier. Et surtout je lui ai appris mon métier parce qu'il n'avait pas de diplôme. Et donc je lui ai dit il faut absolument que tu aies une formation de façon à avoir un métier où tu puisses gagner ta vie mieux qu'en n'ayant rien quoi. Et donc je lui ai appris mon métier, je l'ai aidé à trouver un travail dans mon métier. Oui. Et ce qui s'est bien passé, très bien passé. Donc je l'ai habillé dans le style qu'il fallait, ceci, cela. Et puis il a recommencé à devenir irrespectueux. Un jour, j'avais perdu les clés de chez moi, donc j'attendais devant chez moi. Je lui ai demandé s'il pouvait me donner la clé de la maison. Il m'a dit non, moi c'est pas mon problème si t'as perdu ta clé. Enfin, j'étais plus chez moi, quoi. J'étais plus du tout chez moi. Alors, il participait bien sûr à rien. Il fallait pas qu'il participe à quoi que ce soit. Et puis, il me prenait ma carte bancaire quand il avait besoin de payer quelque chose. Enfin, c'était redevenu comme avant. C'est-à-dire, j'existais plus. Et tous mes droits, Au bout de combien de temps, finalement? 1 an. 1 an. Moins d'1 an, ouais, moins d'1 an. Il a retrouvé du travail, lui, entre-temps? Oui, dans mon activité, quoi. Bon. Et est-ce qu'à ce moment-là, il ne peut pas prendre un logement? Alors, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, Oui. écoute, ce serait peut-être le moment que tu prennes un appartement. Et il m'a dit, non, moi, je prends pas d'appartement. Je suis là, je reste là. Ben non. Donc, ce que À j'ai partir fait, du moment où il a une autonomie Oui, je suis d'accord financière, avec vous. oui. Oui, c'est la logique. Alors, ce que j'ai fait, comme j'avais souffert de culpabilité par rapport à lui, Oui. donc j'ai déménagé. Donc, j'ai pris un appartement. Ah, c'est fou. C'est vous qui avez Et déménagé. Je lui ai laissé, Oui. Oui, Je mais voulais c'est votre absolument pas culpabilité qui vous pousse à... C'est quand même incroyable, oui. ça. Ah ouais, c'est terrible. Donc, vous lui Terrible. laissez votre logement? Voilà. Parce qu'en fait, il m'a reproché, c'est pour ça que je vous ai raconté ça depuis le début, Oui. il m'a reproché, quand je suis partie vivre à Marseille, de l'avoir renvoyé à Paris chez son frère, père, pardon. Et là, pour lui, il me dit, ça a été horrible, papa était méchant, il me tapait. Donc moi, j'ai énormément culpabilisé parce que là, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. Ça se passait mal avec son père? Ça se passait mal avec son père. Oui. Donc pour pas recommencer, et que donc à 18 ans, il avait dû se débrouiller tout ça, donc pour pas me retrouver avec tous ces reproches, je préférais lui laisser mon appartement et partir. Oui, vous vous en voulez? Oui. Bon. Oui. Et alors j'ai l'impression que je devrais payer toute ma vie pour ça. En fait, je sens qu'il ne m'aime pas et qu'en même temps, je dois quand même tout faire parce que je suis sa mère. Non, mais la réalité est tout autre, hein, Isabelle. S'il ne vous aimait pas comme vous le pensez, il ne viendrait pas vers vous comme ça. Je crois qu'au contraire, votre fils est en grande demande affective vis-à-vis de vous. Il y a une grande attente vis-à-vis de vous. Il y a une grande attente. Il y a une grande attente. Ça me dépasse. Or, oui. Plus que ce que moi je peux donner. Voilà. Alors il y a une, c'est-à-dire ce qui est difficile pour vous et ce que vous dites depuis le début, c'est cette culpabilité qui vous écrase. Oui. Hein? Vous êtes écrasé par le poids de la culpabilité. Et donc, ça vous fait... Non, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'il était très méchant, qu'il me manquait de respect en permanence. Donc j'étais obligée de partir. C'était une question de respect vis-à-vis de moi-même, enfin, de pouvoir me protéger. C'est pour ça que je suis partie. Oui. Alors, il y a certainement dans son comportement une part de provocation, où il attend quelque... Oui, pardon. Je vais rééteindre la radio parce qu'elle se met en route automatiquement et j'ai peur que ça gêne. Voilà. Oui, merci. Il y a certainement
c'est vrai que c'est forcément difficile à vivre puisqu'il vous provoque à nouveau. On voit bien que, alors qu'aujourd'hui il a presque 30 ans, il a rejoué avec vous le même scénario qu'à l'âge de ses 16 ans. Voilà. Où à ce moment-là, il a été un peu ballotté, enfin un peu beaucoup, entre son père et vous au moment de la séparation. Non, pas du tout, parce que Oui, pendant un an. si, pendant un an, bon, Oui. et où il vient un jour frapper à votre porte, où vous lui dites bon. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt? Et où il vous fait cette réponse, qu'on peut tout à fait entendre, où il n'avait pas le choix. C'était ou son père ou vous, parce que c'est vrai que pour un enfant, enfin un jeune adolescent de 13 ans, c'est terrible souvent la séparation quand elle est vécue sur ce mode-là, où les parents, où l'un des parents ne lui laisse pas le choix. C'est-à-dire que si tu vas vers ta mère, eh bien à ce moment-là tu ne me vois plus. C'est un chantage affectif redoutable. Donc l'enfant est amputé d'une partie de lui-même, c'est-à-dire on ne lui laisse pas le choix. Et donc à un moment, quand il a pu être plus grand, eh bien il a fait le choix d'aller vers vous. Néanmoins, cette année d'absence, elle a pesé parce que lui aussi, en son fort intérieur, a pu se sentir abandonné de vous, même si ce n'était pas le cas. J'ai compris que j'ai voilà. Surtout à 29 ans, 28 ans quand il a voulu revenir, là j'ai essayé de réparer au maximum. Voilà. Alors vous essayez de réparer, Isabelle, de façon aujourd'hui un peu matérielle. Or, voyez, même symboliquement, alors j'entends bien ce que vous dites, c'est-à-dire aussi laisser l'appartement, c'était aussi vous protéger de son agressivité, de sa violence verbale. Mais c'est aussi, matériellement, laisser quelque chose, vous acquitter d'une dette, par rapport à votre culpabilité. Mais j'ai envie de vous dire, votre fils, il a besoin de vous. Alors, vous l'avez beaucoup aidé, évidemment, d'ailleurs, quand il est revenu vers vous matériellement, vous l'avez soutenu, vous l'avez mis en main ce métier, ça c'est très important, vous l'avez habillé, mais votre fils, il a avant tout besoin de votre soutien affectif. Ah oui, mais je lui donnais de l'amour. Ça aussi, je ne l'ai pas précisé, mais moi, je suis quelqu'un d'affectueux. Donc, je lui donnais de l'amour. C'était difficile de lui donner de l'amour. C'était pas facile. Alors c'est d'autant plus difficile qu'il y a votre culpabilité derrière. Et que lui, il y a du ressentiment. Et tout ça, c'est un cocktail explosif. Parce que vous culpabilisez beaucoup, au point que, vous voyez, tout à l'heure, vous avez été submergé par l'émotion en me disant « j'ai l'impression que je vais devoir payer ça toute ma vie ». Non. Il n'y a pas de raison, parce que si vous arrivez à vous dégager un peu de cette culpabilité écrasante, lui va avancer dans sa vie. Là, il sort de quelque chose de difficile qui est une rupture sentimentale. Et qui dit rupture dit aussi que, même s'il n'en a pas forcément conscience, ça lui fait revivre ce qu'il a vécu adolescent au moment de votre séparation. Une séparation fait revivre tout ce qui a été mal vécu au niveau des précédentes séparations. Donc tout ça, ça fait un cocktail un peu détonnant et un peu explosif. Mais ça ne préjuge en rien de l'avenir de votre relation. Et en tout cas, certainement pas du fait que votre fils ne vous aime pas. Au contraire. Il a une très grande attente par rapport à vous. Donc là, simplement, être là pour lui, accepter qu'il y ait encore par moment un peu du ressentiment et où il a pu lui se sentir rejeté à certains moments et expliquer, dire peut-être lui en parler comme vous nous en avez parlé, que il y a eu le fait que au moment de ce divorce qui s'est mal passé, le père a accaparé beaucoup les enfants et que vous n'étiez plus vous en état de pouvoir faire face et lutter, et puis qu'après il y a eu votre sœur qui était en fin de vie. Et que ça n'avait rien à voir avec lui. Ça, c'est important de pouvoir lui dire, Isabelle. Mais ça ne préjuge en rien de votre relation. Vraiment, il faut vous apaiser, vous.
Bon courage. Caroline, Bon je vous remercie courage. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Europe 1 dans cette émission qui est la vôtre et où vous pouvez aborder tous les sujets qui vous tiennent à cœur, me poser toutes les questions qui vous préoccupent en appelant le 39 21. Vous pouvez également réagir par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Toujours pas de mail ce soir, je pense que ça ne va pas remarcher avant 1h. On fait notre possible, hein. On a lancé une astreinte, une urgence, je sais plus comment on dit, enfin peu importe, c'est en place, ça fonctionne. Il y a un monsieur qui travaille là-dessus, peut-être on vous le dira si ça fonctionne. Allez, on passe un petit peu de musique et puis Faudel, c'est le jour, c'est la nuit sur Europe 1 et on accueillera juste après Élodie. Bonsoir Élodie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous appelle en fait parce que je suis face à un problème assez, je dirais dramatique parce que ça l'est. Pour vous resituer le truc, je suis avec quelqu'un depuis 7 ans maintenant. Donc quand je l'ai rencontré, il m'a raconté son passé, une enfance. Vous avez pardon de vous interrompre Élodie, vous avez un haut-parleur ? Oui, mais je l'ai pas mis. Ah bon, parce que la liaison est pas très bonne. Il y a un écho. Bon, on va. Est-ce que vous m'entendez ? Ah ben, je vous entends, oui, mais comme s'il y avait un écho et un haut-parleur sur votre téléphone. J'ai coupé le haut-parleur. Alors peut-être parler plus près du combiné. D'accord. Donc je vous appelle en fait parce que comme je vous disais, je vis une situation qui n'est pas facile du tout. Oui. Donc j'ai rencontré quelqu'un il y a 7 ans. Oui. Donc quand je l'ai rencontré, il sortait de prison finalement, d'après ce qu'il m'a raconté. Bon, en fait, il était un adolescent à problème, même un enfant à problème, je dirais. Oui. Bon, il a eu une mère un peu démissionnaire, un beau-père qui apparemment le maltraitait un petit peu quand même. Oui. Donc qui l'empêchait d'aller à l'école, qui privilégiait ses enfants plutôt que ses beaux-enfants. Oui. Et donc, malgré tout ça, moi je sortais d'une histoire qui n'était pas terrible non plus, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, sans penser que j'allais faire un long bout de chemin avec lui. Donc, donc ce qui se passe, c'est que je suis allée avec lui, et j'ai bien vu il était assez nerveux. Bon, je me suis dit, c'est dû à son passé, ok, très bien, pas de problème, c'est dû à son passé. Il est resté longtemps incarcéré ? En fait, il a fait des allers-retours durant toute son adolescence. D'accord. Enfin, une bonne partie de son adolescence. Et j'ai vu qu'il était un peu nerveux, mais je me suis dit, de toute façon, ça va passer avec le temps. Je me dis, personne lui a donné sa chance. Moi, je peux bien lui donner sa chance. Faut pas exagérer, quoi. Surtout, moi, je me dis, il a pas la peste, voilà, quoi. Puis il m'a attendri, on s'entendait super bien. On avait des valeurs communes malgré tout, etc. Et on est resté 4 ans, il est venu emménager chez moi, très bien. Et il y a 4 ans, on a décidé d'emménager, d'acheter une maison ensemble. Donc on a acheté une maison. Et depuis qu'on est dans cette maison, sachant que la maison est à mon nom, oui. Mais on paye tous les deux parce que j'avais un gros apport et que lui il n'avait pas d'apport. Donc il m'a dit, écoute, je préfère que ça soit à ton nom, c'est tout à fait normal, c'est toi qui apportes le plus d'argent, très bien, etc. Ok.
Et en fait, depuis qu'on est dans cette maison, il a un comportement des plus agressifs, quoi. C'est vraiment la catastrophe. Enfin, il pète les plombs sur des, des, des bêtises, vraiment des bêtises, et il rentre dans des colères vraiment noires, quoi. Mais vraiment très noires. Vraiment, c'est des colères. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi violent. Donc, mais violent vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de vous vis-à-vis de moi, vis-à-vis enfin, il a cassé un nombre de choses dans la maison. Enfin, vraiment, c'est insupportable, quoi. Et là, j'ai décidé. Et il est violent, il vous frappe? Comment? Il vous frappe? Bah, il m'a déjà touché, oui, il m'a déjà frappé. Enfin, à vrai dire, on s'est déjà battu, pour tout dire, parce que je me laisse pas faire. Mais du coup, le truc, c'est que moi, je suis à bout. Je suis à bout, et donc je lui ai dit, écoute, faut qu'on arrête, quoi. Il faut qu'on arrête, ça va pas du tout. Moi, c'est pas possible. Et lui, il s'accroche désespérément. Ah oui. C'est un truc de malade. C'est vraiment, je n'arrive pas à m'en dépatouiller. Et vous? Comment? Et vous? Moi? Oui. J'étais très accrochée à lui, mais là, je me pose même des questions sur les sentiments que j'ai pour lui, quoi. Parce que pour moi, je ne suis plus amoureuse. Et qu'est-ce que vous faites alors avec lui? J'aimerais bien m'en sortir, mais il reste dans la maison. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas quoi faire. Je suis comme piégée, en fait. Vous pouvez lui demander de partir. Je lui ai déjà demandé de partir. Il est parti. Il n'est pas de la France métropolitaine, on va dire. Donc il est parti vendredi, il a pris l'avion. Il est revenu lundi. Honnêtement, je ne sais pas comment m'en dépatouiller. Je ne sais pas. Je pense que je l'ai trop materné, ça c'est clair. Je pense que, il m'a tellement touchée par son passé horrible que, du coup, je l'ai un peu surmaternée, surprotégée. Enfin, je l'ai aidé dans beaucoup de choses, dans ses démarches, etc. Et aujourd'hui, je n'arrive plus à m'en défaire. C'est pas possible, quoi. J'ai essayé la méthode douce, la méthode dure. Je sais pas quoi faire. Lui demander clairement et fermement, lui dire que c'est fini entre vous. Mais j'ai essayé. Mais j'ai l'impression qu'il souffre d'une pathologie mentale. Oui, non, mais il a certainement une personnalité mal structurée. Je parlais forcément de pathologie mentale. Dans ce que vous dites, c'est quelqu'un qui ne se maîtrise pas et qui a grandi, semble-t-il, dans une famille où... peut-être les adultes qui s'occupaient de lui se comportaient déjà comme si la loi n'existait pas. Vous dites que c'est un enfant qui, en tant qu'enfant, lui-même a eu à subir peut-être des violences, enfin, et qui a connu l'univers de la prison tôt. Enfin, donc on peut penser que c'est quelqu'un qui a un problème qui est pas forcément bien structuré. Alors là où vous êtes dit, il vous a attendri, c'est quelqu'un qui aurait besoin de soins, d'aide que vous ne pouvez pas vous lui apporter. Est-ce qu'il est suivi sur le plan psychologique? Oui, il est suivi par un psychiatre, mais il y va pas. Enfin, il ne montre pas vraiment de bonne volonté. En fait, il a l'impression de... Enfin, pour lui, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème pour lui. Pour lui, il n'a pas de problème. Vraiment, je sais pas. Je me dis que je sais pas quoi faire. Je sais pas. Je suis. Mais vous allez peut-être avoir besoin d'avoir recours à la loi entre vous et lui, si vous ne vous en sortez pas par vous-même.
C'est-à-dire que vous dites qu'à un moment, s'il y a de la violence, alors vous voyez, vous êtes tombé dans un cercle infernal puisque vous dites oui, il y a eu des passages à l'acte violent, mais vous ne vous laissez pas faire, donc vous vous battez. Enfin, vous voyez, vous êtes tombé aussi dans un engrenage où bon, voilà, finalement, la relation, elle a évolué aussi sur ce mode-là. C'est-à-dire que vous le maternez, certes, mais quand il vous frappe, vous aussi, vous tombez dans aussi sur vous communiquez aussi sur le mode de la violence. Donc il y a les deux. Donc bien sûr qu'il s'accroche à vous parce que il rejoue avec vous certainement un scénario bien connu de lui. Ouais, mais Bah oui. Enfin, Donc il va pas vous lâcher comme ça, à mon avis, hein. ah ouais. Et puis vous êtes certainement assez ambivalente aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais enfin, Donc et ça, il doit le sentir et c'est peut-être pour ça aussi qu'il revient, hein. C'est-à-dire qu'il sent que vous lui dites pas clairement de partir. Bah, disons que je suis obligée de je le ménage volontairement. Pourquoi ? Parce que je me dis bon. Pourquoi ? Parce que je me dis bon, je veux pas qu'il fasse une crise ou qu'il interprète mal mes propos. Mais ça serait quoi interpréter mal vos propos ? Mes propos sont clairs. Je lui ai dit que je ne peux pas continuer comme ça. Bon. Mais ça, il le comprend pas. Donc. Oui, mais est-ce que vous voulez vraiment qu'il le comprenne ? Oui. Alors, pourquoi dites-vous que vous craignez qu'il interprète mal vos propos ? Ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire que je veux pas qu'il pète un plomb, quoi, tout simplement. Mais de toute façon, il pète déjà un plomb. Qu'est-ce qui pourrait être pire, selon vous ? Je sais pas. En fait, il est hyper... c'est maladif, quoi. Non, mais il a de toute façon, tant que vous êtes à ses côtés, vous êtes peut-être son garde-fou, entre guillemets, comme on dit un peu familièrement. Donc, oui, de temps en temps, il va voir son psy, puis il y va pas, et puis bon, il n'a pas vraiment de problème. Peut-être qu'à un moment, il va aussi se rendre compte que oui, il y a vraiment un problème et que là, il va faire quelque chose parce que là, vous jouez un peu tous les rôles dans sa vie. Tout à fait. Mais j'aimerais bien stopper ça. Je veux stopper, quoi. Je veux arrêter. Je n'en peux plus. Ben oui, mais à ce moment-là, arrêtez vraiment. Parce que c'est justement en cessant à la fois en sortant de cette ambivalence qui fait que vous voulez stopper et puis en même temps le préserver. Vous ne pouvez pas. D'accord. Vous pouvez pas vous pouvez pas le quitter et en même temps le préserver. C'est-à-dire que vous pouvez, il s'agit pas de le dire que cette relation n'est plus possible entre vous dans la mesure où elle vous conduit à des extrémités qui ne sont plus acceptables. Et où vous ne lui mettez à ce moment-là pas l'entière responsabilité sur le dos. Hein, c'est-à-dire que c'est là où vous pouvez, il ne s'agit pas de le... Quand vous voulez dire si vous voulez le ménager, c'est-à-dire il faut que votre message soit clair. C'est-à-dire si on veut quitter l'autre et qu'il l'entende, il s'agit pas d'être ambigu. Donc, il faut bien qu'il entende que vous décidez de mettre fin à cette relation. Pour autant, là où vous pouvez, à moins de vouloir blesser l'autre, mais on peut accepter de prendre sa part de responsabilité dans la relation et dire que, par exemple, la relation a atteint un stade, notamment avec ces... où vous ne pouvez plus l'un et l'autre avancer, construire et vous épanouir. Et qu'il est préférable de vous séparer. Je vais essayer ça.
sachant que... Mais encore enfin, lui- faut-il que vous en soyez convaincu vous-même. Parce que si vous le dites, mais en disant, oui, mais au fond, vous laissez la porte à moitié ouverte, il va s'y engouffrer. Hein. C'est évident. Hein. Il vous connaît. Hein. Ouais. Vous le connaissez très bien, il vous connaît aussi très bien. Vous vous êtes bien rencontrés. Parce qu'il vous a attendri par ses fragilités, mais vous m'avez dit aussi que vous avez une histoire compliquée et vous vous êtes dit, tiens, lui aussi, et pourquoi pas. Et on fait rarement quelque chose de bien construit sur deux histoires très fragiles. Hein. Bon, je vais essayer cette technique, peut-être de lui dire les choses plus fermement. Enfin, et je vais essayer. Je vais le faire d'ailleurs, tout simplement. Tout simplement. Je vais le faire. Oui, parce que c'est aussi, quand vous dites le ménager, c'est aussi comme ça, dites-vous, pour vous, de toute façon, la relation, elle peut pas aller dans le bon sens. Et puis pour lui, c'est peut-être aussi ce qui peut lui permettre à un moment de vraiment... il a avant tout besoin de soins, hein, ce garçon-là. Et vous ne pouvez pas lui apporter ça. Bon courage, Élodie. Merci Caroline. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 34 centimes la minute. Yves me dit, votre auditrice est peut-être en danger, on sent sa peur, il faut voir un avocat et envisager une procédure afin de préparer son départ. Ça bug dans les SMS, il y a des lettres qui sont mises à la place des autres. Je sais pas ce qui se passe ce soir hein, sur les réseaux là, des différents opérateurs. Et puis Cassandre dit, vendez la maison et partez s'il vous coince. Je pense qu'il y a quand même des démarches à faire avant de prendre des décisions aussi radicales. Il y a Georges qui me dit, moi je suis fragile mais je n'attendrai personne. Mais si, votre majesté, toutes les auditrices de la libre antenne sont attendries par vous. Allez, on accueille maintenant Dominique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Dominique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai appelé il y a à peu près 3 ans. Ah, il faudrait m'en dire un petit peu plus. J'ai bonne mémoire, mais quand même. Hein. Dans un moment difficile où je vivais une relation un peu fusionnelle et qui n'était pas satisfaisante ni pour l'un ni pour l'autre, Ouais. avec une personne qui me reprochait de ne pas me donner assez. Et finalement, ça s'est terminé il y a 2 ans. Et voilà. Et j'ai eu du mal un peu à m'en remettre, mais je me suis reconstruit. Et j'ai vécu une autre histoire après, mais qui a été complètement différente. Il y a un peu moins de 2 ans, j'ai rencontré une autre personne. Oui. Je cherchais un type de relation sûrement inconsciemment un peu plus apaisé, un peu moins compliqué. Oui. Et je n'avais pas encore complètement fait le deuil de la relation précédente. Ce qui fait que, notamment, j'ai jamais dit « je t'aime » à cette personne. Je vais l'appeler Isa, puisqu'elle s'appelle Isa. Et donc on a une histoire là, depuis 2 ans à peu près, qui est douce, tendre, attentionnée, respectueuse, mais qui n'était pas passionnelle. Et disons elle n'était pas très disponible, puisqu'elle a 4 enfants qu'elle élève tout seule. Ah oui, en effet. Et elle est très prise par ses enfants. Et notamment, elle a 3 grands-enfants. Enfin, moi, j'ai 48 ans, elle en a 46. Oui. Et juste avant qu'on se rencontre, elle avait vécu avec un homme qui n'avait pas d'enfant. Et elle a eu un enfant avec lui. Donc, elle a 3 grands-enfants et un petit qui a 3 ans. Et cet homme, quand le bébé a eu 6 mois, il est parti alors qu'elle l'avait gardé pour lui. Donc, elle avait gardé... oui, elle voulait un enfant avec cet homme. Elle ne voulait pas d'autre enfant, mais ça a été un accident et elle a dû faire le choix de le garder ou ne pas le garder.
Oui, et cet homme était d'accord à ce moment-là? Oui, et il n'avait pas d'enfant, lui. Donc elle pensait qu'il en avait envie, donc elle l'a gardé pour lui. Oui. Et il est parti 6 mois après sa naissance. Oui. Et C'est dur. elle adore son petit garçon, mais c'est un poids énorme pour elle, quoi. Une responsabilité, enfin, ouais. Et ça joue pas mal sur la relation qu'on a eue. Sa disponibilité, enfin, elle doit gérer tout ça. Elle était assez épuisée. Elle était pas trop disponible et on n'arrivait pas à dialoguer. Donc petit à petit, ça s'est détérioré. Enfin, jamais de dispute, mais disons un sentiment d'impuissance de ma part de la faire se sentir mieux, quoi. Difficile à vivre. Et au mois de mai, elle m'a envoyé un SMS me disant que c'était impossible pour elle, pour l'instant, d'avoir une vie de femme et d'offrir quelque chose à un homme, et qu'elle voulait arrêter là parce que elle se sentait pas capable et qu'elle pensait que je méritais pas ça. Et vous avez acquiescé, ou vous avez, vous n'avez pas donné suite? Vous êtes dit bon. J'ai pris acte. J'ai dit que j'étais triste, mais que je comprenais. Oui. Et voilà, donc ça aurait pu s'arrêter là. Mais on est resté en contact, tout en ce que je me considère libre à ce moment-là. Donc j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai eu une petite histoire qui n'a pas donné suite, et puis en juillet on s'est revus. On est allé un soir, on s'est revus, on est allé au restaurant. Enfin, ouais, on avait repris contact, et je savais qu'on pouvait peut-être faire quelque chose. Donc, mais en même temps, j'étais mal à l'aise de la relation que j'avais eue pendant cette interruption. Et le premier soir, on s'est retrouvés. J'avais été faire un test, puisque je m'étais pas protégé avec la relation précédente. Et on est arrivé chez elle après une soirée au restaurant, et je lui ai dit, un peu embêté, il faut que je te dise, j'ai rencontré une autre personne, et là elle a une réaction qui m'a surprise, et elle m'a dit, elle a ri, elle m'a dit, c'est normal, je veux dire, je t'avais laissé partir, c'est normal que tu continues ta vie. Oui, ça vous a soulagé, sa réaction? Ouais, ça m'a soulagé. Oui. Ça m'a soulagé de façon peut-être trop forte. Enfin, c'est que je dis oui, pourquoi je me complique la vie? Oui, c'est simple, on peut. Oui, parce que vous aviez vraiment, vous étiez engagé avec elle, vous culpabilisiez comme si vous étiez investi, vous, dans cette relation. Vous aviez vraiment l'impression de la tromper. D'autant plus qu'en plus vous n'étiez pas protégé, donc oui, doublement. Oui. Donc on a passé la nuit ensemble, et puis le lendemain matin, je me suis dit c'est un peu facile. Enfin, j'ai repris mes esprits. Je dis mais non, ça se passe pas comme ça entre deux personnes. Enfin, on peut pas partager. et ça a continué un peu comme ça, et on se revoyait des fois. Je passe chez elle. Enfin, avec ses enfants, je m'entends bien. On boit un verre. Je passe prendre l'apéro chez elle, et tout ça. Et je lui ai dit un de ces soirs, mais je comprends pas trop ce que tu m'as dit. J'arrive pas à me positionner par rapport à toi. Et là, elle m'a dit, non, moi je t'ai envoyé un SMS, j'assume, et t'as pas à te positionner par rapport à moi. Deuxième question, confirmation. Donc je dis c'est comme ça, on a une relation d'amitié, quand on a envie, on va un peu plus loin, et puis chacun est libre, quoi. C'est pas un type de relation auquel je suis habitué, mais je dis puis on discutait, elle me dit oui, de toute façon j'entends tellement parler autour de moi de personnes qui font n'importe quoi, j'ai décidé aussi de faire un peu n'importe quoi. Voilà, puis tout ça allait bien jusqu'à ce qu'il y a 3 semaines, je rencontre une autre personne.
avec qui j'ai passé une première nuit qui a été... j'ai peut-être être un peu exagéré, la plus belle nuit de ma vie, quoi. Ah oui? Oui, et... même Dès si la première nuit? Ouais, mais c'était pas une nuit de sexe, enfin... Oui. Comment vous expliquer? Voilà, c'est peut-être un romantisme, mais c'est un fantasme que j'avais, enfin un fantasme, mais elle a dormi sur moi. Et comment ça, sur vous? On peut dormir l'un contre l'autre, on peut dormir en se touchant. Oui. J'étais sur le dos, elle a passé la nuit allongée sur moi. Ah, c'est pas très confortable, ça? Ben si, justement, parce que... vous étiez à plat ventre sur le matelas. À plat dos. Ah, à plat dos. Oui, j'étais allongé sur le dos, et elle sur moi. Et elle à plat ventre sur vous. Oui. Ah ouais. Ouais, je suis un peu tordu peut-être. Mais... Ah bon, non, alors là, attendez, oh là là, non, ça a rien, c'est pas tordu. Non, mais oui, et à force, c'était pas un peu, elle était légère, la dame. Donc, oui, il fallait qu'elle soit légère. Non, mais elle, au bout d'un moment, ah oui, donc bon, oui, c'est un de vos fantasmes. Ah, mais disons que c'est peut-être mon côté romantique et de fusion et de. Ah oui, c'est la fusion, ça. Et il ne s'est rien passé. Bah si, comme la chef de Monsieur Seguin, au petit matin quand même, on s'est rendu un petit peu. Au petit matin, voilà. la chèvre, vous avez mangé la chèvre. Voilà, et puis en plus, comme je devais partir vite au travail, ça a été un peu trop rapide, mais ça a été dans l'instant, quoi. Non, c'était une façon de se donner, de se confier, que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais je me suis reposé et de la sentir respirer, sentir son ventre contre le mien quand elle respirait, enfin c'était quelque chose. Oui, il y avait un côté à la fois doux, très sensuel, c'est très érotique, puis surtout si ça correspondait à un de vos fantasmes. Et d'ailleurs, je lui ai dit quand on s'est revus, et elle a pas compris, enfin elle a rigolé, elle a ri. Et donc ça c'était il y a un peu moins de 3 semaines. Et on s'est revus une autre fois. Elle habite à 50 km de chez moi, et la deuxième fois que je suis allé la voir, c'était comme ça. On était au téléphone et elle m'a dit j'aimerais que tu viennes. Et j'ai pris la voiture, j'y suis allé. Et voilà, j'ai passé la nuit avec elle. Le lendemain, je travaillais. C'était pas grave. Et ça, c'était pendant les 2 premiers jours. Et puis on s'envoyait des SMS où elle me disait que je lui manquais. Et puis après, pendant 15 jours, on s'est pas vus. Elle a 2 enfants aussi, elle a un travail, elle travaille le soir des fois, enfin, dans un milieu hospitalier, donc elle a des horaires un peu... Donc je comprenais qu'elle soit pas trop disponible, mais moi notamment, j'étais une semaine en vacances et je pouvais me rendre disponible même pour avoir 5 minutes. Et je comprenais pas qu'on se voit pas, et j'ai cru que le sentiment n'était pas partagé, que peut-être elle avait changé d'avis, je sais pas, ou elle avait réfléchi. Donc j'ai eu un petit doute. Et le week-end dernier, je suis allé à côté de chez elle me balader. Je lui ai dit si tu veux que je passe, t'as qu'à m'envoyer un texto, je passerai. Et j'ai pas reçu de texto ni de nouvelles. Donc c'est pas que je pensais la voir, c'est que je l'ai trouvée distante. Donc le dimanche matin, j'allais chez des amis, j'ai envoyé un texto en lui disant que peut-être qu'il valait mieux s'arrêter là. Et voilà, puis je suis allé chez les amis, on a passé une bonne journée et tout. Et je devais revoir mon ex, Isa, le soir. Oui. Et j'y suis allé un peu, peut-être par vengeance. C'est pas très joli, mais par dépit. Oui. Plus par dépit, oui. Ouais. Et il s'est trouvé qu'on a passé la nuit avec Isa et que ça s'est bien passé, et qu'à un moment donné, elle m'a demandé
si je voulais recommencer avec elle. Donc j'ai réalisé là que j'avais peut-être pas tort et que c'était pas possible d'avoir une relation qui soit amicale et libre quand il y avait des sentiments. Vous sentiez bien que au fond ça lui correspondait pas franchement non plus. C'était peut-être ce qu'elle vous proposait à défaut parce qu'elle pensait ne pas pouvoir vous proposer plus. C'est possible, ouais. C'est peut-être parce que elle vous laissait votre liberté entre guillemets, parce qu'à un moment elle se sentait tellement débordée par sa vie personnelle, le fait, comme vous avez expliqué, entre son activité professionnelle, ses enfants, notamment son petit garçon, qu'elle se retrouve à élever seule, qu'elle avait le sentiment de ne pas pouvoir vous faire assez de place, mais qu'elle voulait pas non plus vous perdre. Et donc elle avait trouvé une espèce de compromis, pas follement satisfaisant parce que qui était peut-être pas qui lui correspondait pas vraiment, parce que quand elle dit il y a tellement de gens qui font n'importe quoi, c'est pas anodin ce n'importe quoi. Ça voulait peut-être dire qu'elle avait le sentiment de faire n'importe quoi. Quelque chose qui lui correspondait pas, en tout cas. Ça veut pas dire que c'était n'importe quoi, c'est pas du tout un jugement que je porte. C'est la façon de... Mais c'était sa façon à elle d'en parler, ce qui voulait dire que pour elle, c'était peut-être n'importe quoi, mais que c'était un compromis vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de votre relation pour ne pas vous perdre. Et pour dire et d'ailleurs, voyez là où quand vous lui avez dit que vous aviez eu une relation entre-temps avec une autre femme, même si ça n'a pas dû lui faire plaisir, elle vous a pas fait de scène, elle s'en est pas offusquée parce que elle vous a dit qu'elle vous avait qu'est-ce que vous vouliez qu'elle vous réponde. Elle vous disait qu'elle pouvait pas vous offrir plus. Elle a été intelligente, cette femme. Et je pense aussi, il y a quelque chose que je vous ai pas dit, et peut-être qu'elle a pris conscience, parce que quand on s'est revus, au moment où elle se dit qu'elle allait faire n'importe quoi, on s'est rencontrés sur un site. Et elle m'a dit qu'elle allait y retourner, et quand je suis allé la voir vendredi soir, samedi, elle avait son petit garçon qui était chez son père, donc je lui ai dit t'as passé une soirée de célibataire, et là elle m'a dit sans commentaire. Oui, elle a raison, elle n'a pas à vous parler de sa vie. Non, parce que comment je l'ai pris, c'est que elle avait peut-être rencontré quelqu'un d'autre. Oui, mais je vais vous dire, Dominique, vous n'avez pas non plus à... Je trouve qu'elle a été intelligente dans sa réaction. Vous voyez, elle vous a pas fait de scène, elle en a pas, elle a un peu coupé court, elle a pas posé de questions. Elle vous dit ça relève de votre vie, parce que pourquoi avoir été lui raconter tout ça? Enfin, c'est votre intimité, et vous semblez un peu perdu entre toutes ces femmes. Et attention, on ne sait pas trop finalement où vous allez, ce que vous voulez, et finalement, qu'est-ce que vous attendez, et qui sont ces femmes pour vous, qu'est-ce qu'elles représentent, et est-ce qu'elles ne sont pas un peu interchangeables? Alors, la dernière, vous avez réalisé un fantasme qui était très doux, très bon, alors qui a été très accrocheur, on a envie d'y revenir, mais c'est vrai que c'est un fantasme. Disons que je m'arrête pas là quand même. Je m'arrête pas là, ou je m'arrête plus là, c'est que je pense aussi que ça ne suffit pas, de par mon expérience, pour qu'une relation marche. Non, pas du tout. Et avec aussi bien avec Isabelle qu'avec d'autres personnes que j'ai rencontrées, on a discuté de nos attentes. Voilà, parce que des femmes avec qui vous pourrez dormir, qui voudront dormir sur vous, vous en trouverez. Non, parce que... Même non, si, je répète, c'est pas très confortable. Non, là c'est vraiment l'apparence, mais non, on va un petit peu au-delà aussi quand même. Mais bon, c'est pour ça, donc avec cette femme que vous appelez Isa, je trouve qu'elle a eu elle vous dit, elle a envie de repartir avec vous.
peut-être qu'à un moment, elle se dit qu'il y a beaucoup de points communs avec vous, mais qu'à un moment, elle a été un peu débordée dans sa vie et qu'elle pouvait pas vous faire de place. Donc réfléchissez quand même et vous prenez le temps de vous poser et de réfléchir, parce que j'ai l'impression que vous passez de rencontre en rencontre et que vous vous perdez un peu. Hein, vous l'avez dit d'ailleurs. Au moment où vous avez rencontré Isa, oui. vous aviez du mal à faire le deuil de la relation précédente. Je l'ai fait récemment, ce deuil-là, Ouais. puisque Donc attention à ça. la personne Ouais. que j'avais appelée Léa, quand on s'était appelé, elle m'a quitté. Enfin, je suis parti de chez elle un 1er janvier parce que c'était intenable, en disant que je faisais un break. Et 4 mois plus tard, elle m'a mis mes clés dans ma boîte aux lettres et on ne s'est jamais revus. Et ça, je l'ai très mal vécu, comme si j'avais gardé un peu un fantôme au fond de moi, quoi. Mais c'est pour ça, attention à prendre le temps, voyez, à enchaîner. Parfois, trop, vous n'arrivez pas, voilà, il y a des fantômes qui vous poursuivent. Donc peut-être que prenez le temps un peu de vous poser, de réfléchir. J'ai l'impression que c'est du concret, ce que vous vivez avec cette femme que vous appelez Isa et qui vous connaît et qui, il y a eu des difficultés dans sa vie où elle vous faisait peut-être pas la place à un moment donné pour des raisons qui sont les siennes, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vivre une belle relation. En tout cas, il faut peut-être réfléchir à la proposition qu'elle vous fait. C'est à vous de voir. Hein. Un des manques qu'il y avait dans cette relation, c'était le dialogue. C'est-à-dire que j'ai besoin d'échanger et on n'arrivait pas à avoir des discussions tous les deux. Et on a commencé à réussir à en avoir à partir du moment où on s'est séparés, entre guillemets. C'est un peu paradoxal, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé plus à s'ouvrir au niveau du dialogue, quoi. Allez, je vais laisser le mot de la fin au subversif qui dit: au milieu de la pléthore, notre fusionnel ami rechercherait-il une union exclusive, une maman peut-être? Eh oui, la fusion des premiers moments de la vie. Qui sait, peut-être. On a tous cette quête comme ça du paradis perdu. Bonne chance à vous et bonne réflexion à vous en tout cas, Dominique. Merci de votre appel. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Bonsoir. Je vous ai déjà eu, mais il y a 3-4 ans de ça. Oui. Et je vous avais expliqué mon enfance et tout ça, que j'avais été malheureuse. Et la première fois, je me suis mariée par mes parents, parce que, vous savez, avant, c'était comme ça. Et j'ai eu deux enfants. Ensuite, je suis tombée sur un homme à mon travail qui était très gentil. Il m'a proposé de me prendre avec mes 2 enfants, donc on a fait ça. Et puis, on est restés 3 ans ensemble, et après on s'est mariés. J'avais 2 enfants, on en a eu 2 autres. On a été heureux comme tout. Moi, je travaillais à l'usine et j'avais eu une copine là-bas. Oui. Alors, ma copine, elle s'est débrouillée pour me piquer mon mari. Je me suis retrouvée toute seule, sans argent, sans rien du tout, quoi. Oui. Et, comme il était parti chez elle, il venait souvent me voir. Et moi, comme je l'adorais, puisque c'était le premier qui avait été gentil avec moi, vraiment, c'était le premier, parce que il y avait vraiment que ça qu'on pouvait lui reprocher. Alors, ça ne me plaisait pas, mais il n'avait pas tellement le choix. Alors, je lui ai dit, écoute, essaye de revenir, t'étais plus heureux à la maison. C'est vrai, elle est vulgaire, elle est... Excusez-moi, j'ai un rhume, là, je suis embêtée. Mais je vous en prie. Et je lui ai dit, reviens avec moi, je voudrais bien que tu reviennes avec moi, parce que vraiment, tu sais, tu me manques et tout. Alors, au bout de... il est resté à peu près 17 ans avec elle. Ah, quand même. Oui. Ah oui. Et puis, il est revenu, là, le 1er avril. De cette année. Comment ? De cette année. Oui.
Oui. Et bon, il m'a proposé qu'on se remarie. Je lui ai dit d'accord. On s'est remariés le 21 mai. Oui. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va la voir. Ah bon? Eh oui. Il continue la relation alors qu'il s'est remarié avec vous? Oui, et moi j'ai compris, il ne peut pas se passer ni de l'une ni de l'autre. Oui. Moi j'ai compris ça. Mais alors ce qu'il y a, c'est comment faire, parce que il n'y a rien à faire. Et je ne veux pas toujours être en train de le harceler, ce serait pas une solution. Non. Et puis bon, elle m'envoie sur Internet, elle m'envoie des pics et tout ça, enfin... Bon, c'est ridicule, ça ressemble à rien. Oui, non, il faut pas lui répondre à elle. Hein. Non, vous avez raison. Il s'agit pas de rentrer dans son jeu. Vous n'avez pas à lui répondre à elle. Oui, et puis j'ai dit à mon mari, je lui ai dit, écoute, comment on va faire? Parce que moi déjà là, je suis soignée pour une dépression sévère. J'ai déjà eu 2-3 fois l'idée vraiment d'en finir. Hein. Et en plus, j'ai un angiome sur la tête. Vous savez, un méningiome sur la tête. Et bon, je lui ai dit, je suis déjà pas... Je fais des crises d'épilepsie et tout. Et avant que je le sache, qu'il retournait la voir, ça allait mieux avec les médicaments. Mais là, maintenant, avec ça, je me sens pas bien du tout. Hein. Mais alors... En même temps, Jocelyne, c'est pas maintenant qu'il faut non plus vous effondrer parce que vous avez tenu 17 ans dans une situation qui était quand même pas facile puisque votre mari part avec votre ami. Oui. Et il revient vers vous le 1er avril, quelle drôle de date il choisit, et il vous épouse à nouveau au mois de mai. Bon, alors malheureusement, vous découvrez qu'il continue sa liaison avec cette femme. Il n'empêche qu'il est revenu vers vous, donc il a quand même quitté officiellement. C'est-à-dire que pourquoi vous lui avez pas demandé pourquoi il a décidé d'arrêter de vivre avec elle pour venir vivre avec vous et se remarier avec vous, ce qui symboliquement est important. Je lui ai demandé au moins 20 fois, il ne répond pas. Il ne répond pas? Non. Alors j'ai dit, quand non, mais pas pourquoi il continue la liaison avec cette femme, mais qu'est-ce qui fait qu'il est revenu vers vous et pourquoi il a eu envie de vous épouser à nouveau? Je lui ai dit, mais pourquoi t'es revenu avec moi? Oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi faire? Et je dis, en plus, on s'est remariés. Alors, il répond pas. Et puis, comment l'autre fois, je dis, alors, quand elle va te demander de divorcer, tu recommences de l'autre côté. Il m'a dit, ah non, ça, je ne divorcerai pas. Alors, je ne comprends pas. Oui. Je comprends pas du tout. Puis, oui. Et puis, je suis complètement perdue parce que je ne sais plus quoi faire. Puis vous savez, il y a des moments où on a beau ne pas vouloir rouspéter ou quoi que ce soit, mais dans nous, on est tellement mauvaise, on est tellement blessés. Je lui ai dit, tu m'as trahi, tu m'as blessé, tu m'as fait du mal, tu te rends pas compte. Mais pendant ces 17 années, il n'a jamais arrêté de vous voir. Vous avez toujours été amant et maîtresse. Ah oui. Et là, à nouveau, il a voulu officialiser votre union. Oui. Et je comprends pas du tout. Mais comme vous dites, il ne veut pas se passer de vous deux. Ni de l'une, ni de l'autre. Voilà, oui. Vous êtes différentes, mais il a besoin de vous deux. Pour lui, je pense qu'on est complémentaires. Mm-hmm. Mais moi, ça ne m'arrange pas du tout, ces choses-là. Non, mais en même temps, ça fait 17 ans que vous acceptez cette situation. C'est pas le choix. Si, on a toujours le choix. Je peux pas me passer de lui. Oui, vous pouvez pas vous passer de lui. Non. Donc voilà, c'est différent, c'est différent. Oui, je l'aime parce que c'est la première personne, mes parents ont été méchants avec moi, mon premier mari a été méchant avec moi. C'est la première personne qui a été douce, gentille. D'accord. Il est toujours avec vous? Ah oui. Quand on a été voir pour la bague, pour le mariage, j'avais vu un beau corps, un beau cœur en... Comment ça s'appelle en petit diamant, quoi, qu'il a quand même payé cher. Hein. Eh ben, il me l'a acheté. Quel âge il a, votre mari? Ben, il a 6 mois de moins que moi, c'est-à-dire il a 61 ans et demi, quoi. D'accord.
Écoutez, vous savez, Jocelyne, moi je dirais que par rapport à cette femme, vous voyez d'ailleurs, elle vous inonde sur Internet de messages assassins et autres, c'est qu'elle est, elle considère avoir perdu la partie parce que il est revenu vers vous, il vous épouse à nouveau, vous êtes revenu sa femme, l'officielle, donc consolez-vous de cette façon, c'est-à-dire que vous l'ignorez, vous ne répondez pas à ses messages, et lui, il vous choisit à nouveau, et d'ailleurs il vous dit bien, ah non, je ne divorcerai pas. Donc ne lui parlez plus de cette femme. Ignorez-la, et dites-vous que, bon, vous aimez cet homme, vous l'avez choisi, il est gentil avec vous, il est tendre. Bon, c'est vrai qu'il y a cette difficulté-là, il a cette autre femme, mais c'est vous qui l'a choisi aussi d'une certaine façon. Donc ne vous faites pas plus de mal comme ça, parce que, en tout cas, cette femme, ignorez-la et ne la mettez pas au cœur de vos conversations, parce que sinon, vous lui donnez peut-être plus d'importance qu'elle n'en a. Donc évitez d'en... Et en plus, elle est mariée, son mari est chez elle. D'en parler. Évitez d'en parler et concentrez-vous sur votre relation à vous deux. Pensez d'abord à votre relation. Bonne chance en tout cas, Jocelyne. Au revoir. Europe 1, Caroline Dublanche.